Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Patrick Hachi était hier samedi dans la région du Sud Comoré où il a procédé au lancement officiel du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Le projet est soutenu par la Banque mondiale et se donne pour objectif d'augmenter la rentabilité des filières de production dans le pays et par ricochet améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs. Assainissement, nous irons à Bouaké, ouverture de la station de traitement des boues de vidange, 1,7 milliard de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la station de traitement des boues de vidange de cette ville. Cette station a été mise en service en présence des autorités locales, on en parle également dans cette édition. Au Burkina Faso, une vingtaine de civils ont été tués dans l'attaque d'une mine d'or dans le nord du pays. Selon des sources locales, c'est un site près de Barga, dans la province de Namentenga, qui a été ciblé. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. L'information, vous l'avez depuis mercredi, les cartes nationales d'identité édition 2009 ne sont plus valables. Fini la prorogation de leur délai de validité. Décision du Conseil des ministres du 30 mars dernier. Alors, question de perspective, où en est-on avec la distribution des cartes déjà éditées? À ce jour, combien de personnes enrôlées? Qu'en est-il des renouvellements et des nouvelles demandes formulées? Mieux, de quel recours disposent les personnes qui n'ont pas encore reçu leur nouvelle carte d'identité? Car, rappelons-le, les opérations, elles, n'attendent pas. Des questions que nous aborderons avec le directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, M. Christian Agokodia. Monsieur le directeur général de l'ONESI, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour M. Guivet, merci. Alors avant d'égrener le chapelet de ce qui fait l'actualité du côté de l'ONESI, rendons-nous dans le Sud Comoré où le Premier ministre Patrick Hachi, nous le disions à l'instant, a procédé au lancement officiel du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Le projet soutenu par la Banque mondiale se donne pour objectif d'augmenter la rentabilité des filières de production dans le pays et par ricochet améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs. Alexis Ouedraogo. Chef du gouvernement! En heure militaire, à l'entrée de la ville, puis cap sur le stade d'Abouasso pour le lancement ce samedi du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. En des termes plus simples, ce projet veut développer la rentabilité des filières clés de production. Le projet vise à améliorer la compétitivité des chaînes de valeur du palmier, de l'EVA, de l'ananas, de la mangue et du plastique, à savoir les granulés faits à partir de pétrole. Améliorer la compétitivité voudrait dire augmenter la valeur et le volume de nos exportations dans ces spéculations. Mais le projet vise également à améliorer le revenu de nos planteurs à travers la création d'une plus forte valeur ajoutée dans nos pays. Soutenu par la Banque mondiale avec une enveloppe de 200 millions de dollars jusqu'en 2027, le projet va changer la donne agricole ivoirienne. L'ambition est bien sûr que le développement des filières a démarré du producteur et de l'agriculteur, à l'entrepreneur, transformateur, au commercial, crée plus d'emplois et que ceci soit surtout plus rémunérateur. L'idée est que vous génériez et tiriez de plus de valeur des produits que vous produisez déjà. Pour le chef du gouvernement, c'est ici la mise en place d'un paradigme nouveau, apportant plus de richesse aux acteurs premiers de la chaîne. Si vous vendez les fèves de cacao, vous faites la partie du travail la plus difficile, mais vous en retirez le bénéfice le plus faible. La décision du président de la République, dans sa vision Côte d'Ivoire 2030, c'est de dire maintenant que nous avons remis le pays à niveau. Maintenant, il faut nous attaquer véritablement à la transformation structurelle de notre économie, qui veut dire de partir d'une économie qui produit la matière première pour arriver à une économie qui la transforme et qui la vend transformée en gardant toute la valeur ajoutée. Une vision portée de bout en bout par le chef de l'État qui engage le secteur privé. Ceux aujourd'hui qu'on appelle paysans, ce qu'il faut, c'est que demain, on les appelle fermiers. Parce que fermier, ça veut dire que tu as un tracteur, tu as un véhicule, tu as des équipements qui pompent tes produits, tu as des équipements automatiques pour cueillir, tu fais plus ça à la main, tu modernises ton environnement.
et tu deviens un fermier, tu es une entreprise. Tu transformes également. C'est-à-dire ici, dans la région d'Aboisseau, on va avoir des unités de transformation de tous ces produits que vous avez là. Et le projet est plus ambitieux, transformer le visage des chefs-lieux de région en pôle économique attractif, n'ayant rien à envier aux capitales, mais surtout intégrer les chaînes de valeur mondiales. Le président a l'intention d'aller encore plus loin pour la Côte d'Ivoire. Pas pour nous, pas pour lui-même, mais aimer son pays, vouloir développer son pays, c'est travailler non seulement pour ceux qui sont là aujourd'hui, mais travailler pour la génération suivante. Au terme de cette rencontre, le Premier ministre a échangé un repas avec producteurs et transformateurs, des échanges francs et pragmatiques. Et à suivre à présent la réaction de ces producteurs et transformateurs au terme de cette rencontre. Ils sont au micro d'Alexis Ouedraogo. Vous qui venez dans la région, avant, vous savez que lorsqu'on descend du pont de Mossou, on trouve les ananas jusqu'à Abuasso. Aujourd'hui, on n'en trouve plus. C'est dû au fait que les coûts de production sont trop élevés. Et si l'État a pris l'initiative de nous aider, nous ne pouvons que saluer et accueillir ça vraiment. Et nous souhaitons que cela soit une réalité. Le projet qui est mis en œuvre va véritablement nous aider. Mais comme on le dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Le Premier ministre, après son intervention, nous a donné beaucoup d'espoir. Nous pensons que si il met en œuvre ce projet, ça va redynamiser les filières et je pense que les producteurs auront vraiment solution à leurs problèmes. Notre souhait, c'est qu'effectivement, il y ait la création de plusieurs chaînes de valeur pour que les revenus des producteurs soient à la hauteur de l'effort qu'ils fournissent et qu'eux ici, ils aient droit au bonheur. La grande transformation demeure un atout majeur. Ça crée des emplois et ça participe pleinement au développement de la région. J'ai eu la chance de participer à la naissance de ce projet et je puis rassurer les populations d'Aboisseau et les populations de la Côte d'Ivoire du bénéfice de ce projet de compétitivité de nos chaînes de valeur pour les années à venir dans la vision stratégique du président de la République. Le processus est lancé. Nous allons appeler toutes nos populations, toute notre jeunesse à adhérer à ces projets. Et en marge de cette rencontre, le Premier ministre Patrick Kachi a inauguré le nouveau stade de la ville d'Aboisseau, baptisé du nom du président du conseil régional, le Dr Akawele. Plus qu'une infrastructure sportive, le nouveau stade est perçu comme un instrument de cohésion sociale. Il devrait contribuer au rapprochement des populations par le sport. Direction Niamey au Niger, où le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Marcel Montano, a été reçu en audience par le président du Niger, Mohamed Bazoum. Les deux personnalités se sont accordées sur la nécessité de la mise en place d'un cadre permanent de concertation politique entre les chefs d'État des 5 pays membres pour trouver des solutions durables aux défis de la sous-région. On en sait plus avec Michel Digré. Redynamiser le Conseil de l'Entente et faire en sorte que ses missions soient mieux perçues et pertinentes vis-à-vis des autres organisations telles que la CEDEAO et l'UEMOA. C'est tout l'intérêt de l'entretien entre le président du Niger, Mohamed Bazoum, et Marcel Montano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Nous avons insisté auprès du président de la République sur la nécessité d'une concertation permanente politique entre les chefs d'État. C'est le socle du Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente, c'est quand même 5 pays sur 8 de l'UEMOA. C'est donc plus du 2/3 de l'UEMOA. C'est 5 pays sur 15 de la CEDEAO. C'est 1/3 des pays de la CEDEAO. Donc une concertation permanente, l'union faisant la force entre ces États-là, préalablement au sommet de ces institutions, renforcerait le Conseil de l'Entente. Les impacts du terrorisme dans le Sahel ont également été abordés. La situation humanitaire est inquiétante. L'insécurité alimentaire touche quand même plus de 3 millions de Nigériens. Et le président de la République a accepté de nous accompagner dans notre préoccupation d'approcher les institutions internationales telles que le CICR, l'OIM, le PAM,
pour que l'appui humanitaire de ces institutions-là auprès du Niger soit renforcé. Cette audience avec le président du Niger intervient après celle accordée par le chef d'État du Faso à Marcela Montano dans le cadre de l'explication de sa feuille de route après sa nomination au secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente. Et retour à Abidjan au cours d'un petit déjeuner d'affaires. Les membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, l'Eurocham, ont été instruits sur les mécanismes de financement de leur activité au guichet de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Cheikh Koné, notre reporter, était le témoin de cette rencontre d'échange. Son compte rendu. Le prétexte de ce déjeuner d'affaires qui a réuni l'ensemble des membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire était de présenter les différents mécanismes de financement offerts par la Banque ouest-africaine de développement BOAD en vue de soutenir le secteur privé. Nous avons deux moyens d'intervenir. Nous intervenons directement par un véhicule que nous sommes en train de créer et qui nous permettra de mettre autour de la table l'État, le secteur bancaire, commercial et les banques de développement. Nous avons également une approche indirecte par le système bancaire où nous participons aussi bien en equity qu'en dette au niveau de certaines banques pour aider, leur donner la liquidité et les ressources nécessaires pour financer la PME-PMI. En Côte d'Ivoire, la Banque de développement a injecté un peu plus de 1317 milliards de francs CFA en termes de financement sur l'encours actuel, dont 736,2 milliards pour le secteur public et 581 milliards de francs CFA pour le secteur privé. Les secteurs cibles sont entre autres les infrastructures de transport, le numérique, l'énergie, l'agriculture et l'agroalimentaire. Dans l'ensemble, les responsables de la fêtière ont salué la rencontre qui a permis aux opérateurs économiques de s'informer sur la BOAD et ses outils de financement. Il est important pour nous de faire la communication de ces outils pour que nos membres sachent que ces outils existent. Mais toute entreprise, qu'elle soit européenne, ivoirienne ou quelle que soit sa nationalité, peut bien sûr prétendre au financement de la BOAD, qui d'ailleurs a énormément développé, je le répète, ces outils. Eurocham en Côte d'Ivoire, c'est environ 200 entreprises et 12 nationalités de l'espace européen. Parlons à présent de religion. Comme vous le savez certainement, depuis hier, les fidèles musulmans ont entamé leur mois de jeûne. Comment ont-ils abordé ce jour 1 du mois de Ramadan? Les beignets très appréciés pour la coupure du carême ont-ils été rapidement écoulés? Un moment de solidarité dans les cours familiales pour la rupture du jeûne. Quel schéma pour ce jour 1 du mois de Ramadan? Réponse dans ce reportage de Khalil Diomandé et d'Issa Chonoyeo. Cocody Saint-Jean. Il est 16 heures. Ce conducteur stationne son véhicule pour exécuter sa prière. Pour lui, il n'est pas question de manquer un seul instant d'invocation à Allah en ce mois béni de Ramadan. À Adjamé, devant cette mosquée, un accent particulier est mis sur la spiritualité. Je fais ces invocations depuis 5 heures du matin pour implorer la miséricorde d'Allah. Pendant le mois de Ramadan, le Satan était enchaîné. C'est-à-dire ce qui empêche le musulman de bien adorer Dieu, qui est le diable, est affaibli par la venue du mois de Ramadan. Non loin de la mairie d'Adjamé, Ami se dit soulagé par ce temps clément. Par rapport à mon premier jour de carême, ça se passe très bien. Je n'ai pas saucisse, la faim, rien du tout. Le temps est sombre, il n'y a pas de soleil. C'est déjà un cadeau avec la pluie. Voilà, on n'a pas eu faim, donc ça c'est une grâce d'Allah. Chez ces vendeuses, contrairement à l'année dernière, les beignets se vendent difficilement à l'entame de ce mois de jeûne. Aujourd'hui là c'est dur. On n'a pas encore vu des clients, on n'a pas fait beaucoup comme la manière qu'on fait là. Bon, comme c'est un samedi aussi, c'est un jour ouvrable. Je pense que ça allait aller. À quelques mètres de là, c'est l'affluence chez cette dame. Ça fait 4 ans que j'achète les beignets chez cette dame-là. Son beignet, il est bien fait, il est raffiné, il est léger. Quand tu manges, tu n'as pas de problème de digestion. Ramadan est marqué par les moments de rupture. Dans cette cour située en plein cœur d'Adjamé, les femmes s'attellent à la cuisine pour concocter des mets variés et succulents. Entre nous ici, c'est la solidarité. Quand il est l'heure pour couper le carême, chacun fait sa petite part et puis on mange ensemble. On prie Dieu aussi que le reste s'achève comme ça.
Et pour permettre aux fidèles musulmans de la commune d'Abobo d'aborder avec une meilleure sérénité ce temps de jeûne, Madame le maire de la commune d'Abobo, Candia Camara, a remis des vivres à la communauté musulmane d'Abobo, vivres composés de sucre et de riz. Candia Camara a invité les populations d'Abobo à prioriser le vivre ensemble et a demandé aux guides religieux de formuler des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. Reportage. Des vivres pour la communauté musulmane de la commune d'Abobo. Ce sont au total 41 tonnes de sucre et 13 tonnes de riz pour traduire la solidarité du conseil municipal aux différentes familles dans cette période de jeûne. Ces dons remis par Candia Camara, autorité municipale, viennent alléger bien de charges et sont accueillis avec soulagement. Nous sommes très heureux. Cela va endoucir les difficultés que nous rencontrons dans le mois de Ramadan. Nous continuerons de prier pour elle, pour la municipalité, mais également pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui est dirigé par le président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, afin que Dieu les inspire et Dieu les guide et que Dieu facilite les nobles tâches qui leur sont confiées et que cela réjaillisse sur la population ivoirienne tout entière. Mois du Ramadan, mois d'adoration, mais surtout mois de partage et d'amour, la donatrice invite les populations à prioriser le vivre ensemble. Je voudrais, au nom de tout le conseil municipal et de tout le personnel de la mairie, vous dire combien de fois nous sommes heureux de pouvoir poser l'acte que nous posons aujourd'hui. Parce que c'est prescrit ainsi dans le Saint-Coran. Ce que tu as, tu partages avec l'autre. Quelle que soit la taille, quelle que soit la quantité. L'année dernière, la communauté musulmane recevait à la même période des dons. Le conseil municipal d'Abobo s'engage à renforcer les initiatives dans ce sens. Un reportage signé Khalil Diomandé et Franck Quadio. Et dans cette toile de solidarité, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombé a, au nom du président de la République Alassane Ouattara, offert des vivres à la communauté catholique. C'était hier samedi dans le quartier de Angré, à la 7e tranche. Reportage Issa Tchononyeo. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombé, dans les locaux des Caritas, institution de l'Église catholique pour les aides sociales et de promotion humaine, à Angré, 7e tranche. Il s'y est rendu pour faire le don des vivres du président de la République, Alassane Ouattara, aux chrétiens catholiques qui ont entamé leur carême depuis le mercredi 2 mars 2022. Le président a demandé que nous soyons très proches des populations. Nous sommes venus les saluer et les encourager. Les enfants d'Abraham sont en jeûne. Les musulmans sont en jeûne, les catholiques sont en jeûne. Donc le corps d'Abraham est en jeûne. Nous sommes venus leur apporter notre soutien parce que c'est une période qui favorise la proximité avec Dieu et qui nous indique que cette proximité doit être permanente. Bien sûr, il y a des pics dans l'année, mais de tout le long de l'année, nous devons être en proximité avec Dieu et c'est ce que nous sommes venus exprimer auprès de nos frères et sœurs ici. Un geste fortement apprécié par les responsables de Caritas Côte d'Ivoire. C'est vraiment, je dirais, un ouf de soulagement pour une cible de la population vulnérable. Savoir que la souffrance, ce n'est vraiment pas une fatalité. Dieu suscitera toujours des personnes généreuses pour répondre à leurs besoins. Le district autonome d'Abidjan envisage de collaborer avec Caritas en vue de promouvoir la valeur humaine et la charité. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 2 avril 2022 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 1414 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 8 guéris et 0 décès. À la date du 2 avril 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 761 cas confirmés, donc 80 924 personnes guéries, 796 décès et 32 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 474 554. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire.
Et en Chine, quelques 13 146 cas de Covid-19 ont été répertoriés ce dimanche, le chiffre le plus élevé depuis le pic de la première vague, il y a plus de 2 ans. C'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires. Il s'agit de 1455 patients avec des symptômes et de 11 691 asymptomatiques. Et aucun nouveau décès n'a été signalé selon la Commission nationale de santé dans un communiqué, rappelant que le variant Omicron très dangereux, très contagieux, se serait étendu à plus d'une douzaine de provinces. Et loin de ces vastes champs de contamination à la Covid-19, retour en Côte d'Ivoire dans l'optique de lutter efficacement contre la malnutrition et permettre aux enfants d'avoir un meilleur rendement scolaire. Le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance a fait des dons aux élèves du primaire et du préscolaire de la ville de Dimbokro. Des dons en vivres composés de riz, d'huile, de pâtes alimentaires et de concentré de tomates. C'est ce que nous dit Astotore Danyogo. En vue de renforcer la sécurité alimentaire autour de la petite enfance et lutter efficacement contre la malnutrition en Côte d'Ivoire, le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance est à pied d'œuvre. Des dons constitués de riz, d'huile, de pâtes alimentaires, de conserves et de concentrés de tomates sont offerts à 5 cantines de Dimbokro. Ces actions s'inscrivent dans la vision du président de la République qui est de lutter contre la malnutrition sous toutes ses formes. Que ces dons-là soient vraiment remis aux enfants. Que les enfants mangent bien, parce que, comme on le dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Si les enfants sont bien nourris, ils auront les oreilles pour écouter les enseignants. Un geste de haute portée sociale, salué par les premiers responsables de l'éducation nationale. Ça se passe vraiment bien, seulement que, vu le retrait du PAM, du Programme alimentaire mondial, l'État à lui seul ne peut pas vraiment nourrir nos enfants. Plus le PAM se retire, plus le nombre de cantines que l'État doit prendre en charge augmente. Ce qui fait que les dotations sont vraiment minimes. Ces vivres destinés aux tout-petits leur permettra à coup sûr d'améliorer leur rendement scolaire. Cette rencontre, parrainée par le ministère de l'Économie et des Finances, a permis au préfet de Dimbokro d'émettre quelques doléances pour la pérennisation des cantines scolaires. Nous voulons remercier très sincèrement cette structure et lui demander de ne pas nous oublier pour que les cantines ici puissent vivre, car la pérennisation des cantines est l'un de nos problèmes importants. Nous voulons faire en sorte que jusqu'à la fin de l'année, tous nos enfants puissent recevoir, comme le Drain a dit, un repas chaud à midi. Au total, 75 cantines bénéficieront. Il convient de rappeler que les objectifs du gouvernement sur la période 2021-2025 est de parvenir à réduire le taux de sous-alimentation, notamment en milieu rural, de 10,8% en 2018 à 9,5% en 2025, et l'atteinte de cette cible permettrait de réduire de 40% le nombre d'enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance. Un bon repas chaud est toujours bienvenu. 1,7 milliard de francs CFA, c'est le coût de réalisation de la station de traitement des boues de vidange dans la ville de Bouaké. Cette station a été mise en service en présence des autorités locales sur initiative de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Sa construction s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la gestion de l'assainissement autonome en Côte d'Ivoire. Kwadio Kwame. Les membres du conseil d'administration de l'ONAD, Office national d'assainissement et de drainage, à la station de traitement de boues de vidange de Bouaké. Les administrateurs viennent s'enquérir du fonctionnement de cette station mise en service depuis le 21 octobre dernier. D'une capacité de 350 m3 jour, cette station offre aux sociétés de vidange l'opportunité de dépoter les produits de vidange des fosses septiques des ménages. Après 6 mois d'activité, le bilan est jugé satisfaisant. Après cette visite, on peut dire que nous sommes sur le bon chemin, puisque sur un espace d'1,5 hectare, nous avons constaté les installations qui sont effectivement achevées, qui sont utilisées. Aujourd'hui, on dénote près d'une vingtaine de camions par jour et qui progressent parce que l'objectif, c'est d'atteindre le niveau de 250 m3 jour. Cette station est un cadre approprié pour préserver l'environnement de la ville de Bouaké des déversements anarchiques des boues de vidange, d'où cet appel du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité aux populations. L'ONAD a organisé aujourd'hui le secteur des vidanges. Il ne faut pas que nos parents
vidangeurs s'écrisent pour enlever les bouts de vidange des domiciles et aller rejeter dans la nature. Cet investissement a été réalisé par l'État pour améliorer notre cadre de vie. À terme, toutes les régions du pays seront dotées de stations de traitement de boues de vidange. Prévu la construction de 11 stations de ce type qui vont couvrir ces 11 régions, étant bien entendu que l'objectif c'est d'aller couvrir l'ensemble des 31 régions et après couvrir le département. Cette visite de terrain est précédée par un conseil d'administration tenu à Bouaké en prélude à l'inauguration officielle de la station. Le quartier Aliodan, dans la commune de Marcory, a accueilli le lancement officiel de la 51e édition de l'opération Grand Ménage. Cette opération de nettoyage, qui est désormais une tradition, se donne pour objectif d'éduquer, mieux d'inculquer aux populations le respect des ouvrages d'assainissement, mais aussi et surtout la culture d'un cadre de vie sain et agréable. Top départ de l'opération donnée par le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. C'est ce que nous dit Grace Kando. 51e édition de l'opération Grand Ménage à Aliodan, quartier de la commune de Marcory, choisi pour la cérémonie officielle. Les différentes couches sociales sont à la tâche à travers des actions de salubrité. Pour ces volontaires, l'accent doit être mis sur la sensibilisation. La sensibilisation de la population soit concrète, parce que tout ce qu'on dit, ça n'avance pas. Nous ne savons même pas quoi faire. Parce que même si nous travaillons, c'est comme c'est zéro. Nous voulons nous-mêmes que notre commune, notre quartier soit propre là. Ça dépend de nous. Je salue cette initiative et j'espère que les jours à venir, il y aura une équipe qui va suivre ce qui vient d'être fait et que nous allons vivre mieux dans ce quartier. Sensibilisation certes, mais un changement de comportement s'impose également, selon le premier magistrat de la commune. Tous les travaux que la mairie entreprend, tout le bitumage que nous faisons, on refait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de forme sceptique. Tout va sur le goudron et ça abîme le goudron. Aujourd'hui, le ministre est venu constater par lui-même ce qui se fait ici et je pense que des bonnes mesures arrivent pour nous permettre véritablement de vivre décemment. La propreté doit être l'affaire de tous, souligne le ministre de tutelle. Bouaké Fofana appelle au respect des ouvrages d'assainissement. L'État va prendre des lois. Avant de prendre ces lois-là, on veut parler à nos parents, à nos populations. Pour ce que vous faites là, pour votre propre bien, c'est pas bon. Il faut que chacun, dans sa cour, ait sa foi sceptique. Quand la loi va être votée là, on va venir d'abord vous voir pour vous expliquer la loi, ce que la loi dit là. On va laisser un temps aux gens de se conformer à la loi. Mais après ce temps-là, on va réprimer. En 2022, je m'engage pour une Côte d'Ivoire propre et saine est le thème de l'année. Et l'actualité, c'est également cette signature de convention présidée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, une entreprise de téléphonie mobile qui, à travers sa fondation, œuvre dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, une convention de partenariat qui, de l'avis des deux parties, sera productive. Franck Quadio. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et la fondation MTN scellent leur vision commune pour le bien-être des populations fragiles. Une convention de partenariat signée donc et au-delà de l'acte administratif, une volonté exprimée par l'entreprise de téléphonie mobile d'accompagner l'État dans sa démarche pour une nation plus solidaire. Et c'est justement parce que nous avons vu que ce ministère fait un travail excellent que nous avons souhaité accompagner ce ministère dans ce qu'il fait, parce qu'on voit au quotidien comment les choses sont en train d'être faites, comment la pauvreté est en train d'être combattue et comment le gouvernement ivoirien est en train de transformer la vie des gens. Et c'est essentiellement cette raison qui a justifié que nous décidions de renouveler d'une autre façon, de la meilleure façon, notre partenariat avec ce ministère. La ministre Miss Belmonde Dogo, pour sa part, relève la pertinence de l'action sociale proposée par son nouveau partenaire. Et si nous voulons faire de la solidarité une valeur nationale, réduire le taux de pauvreté, telles sont nos missions, nous devons ensemble faire en sorte d'ancrer dans nos valeurs la solidarité. Car si nous avons réussi à faire de l'hospitalité chanter dans notre hymne national, notre quotidien, il n'y a aucun doute qu'ensemble, nous réussirons à faire de la solidarité la valeur nationale la plus partagée des Ivoiriens. L'engagement est commun et pris pour de futures actions, autant en faveur des populations vivant dans l'extrême pauvreté qu'en direction des communautés, des femmes et des jeunes.
Une collaboration que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté espère fructueuse. Et dans l'actualité internationale au Burkina Faso, une vingtaine de civils ont été tués dans l'attaque d'une mine d'or dans le nord du pays, selon des sources locales. C'est un site près de Barga, dans la province de Namentenga, qui a été ciblé. Les autorités attribuent ces raids meurtriers au groupe djihadiste. Place désormais à l'entretien de ce Dimanche Magazine. Mesdames et messieurs, vos cartes d'identité de 2009, vous pouvez les retirer de vos portefeuilles car elles ne vous seront désormais d'aucune utilité. Leur délai de validité arrivé à échéance est cette fois non renouvelable. La CNI est un document important qui permet d'effectuer des opérations et sans ce document administratif, impossible de les faire. De quel recours disposent les personnes qui n'ont pas encore reçu leur nouvelle carte d'identité? Une question que nous posons d'entrée de jeu au directeur général de l'ONECI, M. Christian Agokodia, qui nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur le directeur général de l'ONECI, bonjour et merci. La question est donc posée. Bonjour M. Guivet. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent pour toutes les personnes qui sont encore en attente. La première des choses qu'il faut faire, c'est surtout de venir vérifier le statut de la demande. Parce que parfois, si après plus de 45 jours, vous n'avez pas reçu de message, ça veut dire que sûrement, il y a quelque chose qui a empêché la production de la carte. Donc d'abord, se renseigner auprès de l'ONECI à travers notre centre d'appel ou dans un de nos centres. Et puis ensuite, il y a la possibilité de se faire établir un document transitoire qui est une attestation d'identité. Une attestation d'identité. Tout à fait, qui est un document transitoire. Alors, monsieur le directeur général de l'ONECI, à quel niveau sommes-nous aujourd'hui en termes de distribution de nouvelles cartes d'identité? Je parlerai plutôt en termes de retrait parce qu'il faut absolument que les personnes viennent retirer les cartes. Donc aujourd'hui, à la date d'hier, il y avait à peu près un peu plus de 3,2 millions de personnes d'Ivoiriens qui étaient passées pour retirer leurs pièces d'identité. Et on a 4,8 millions de personnes qui ont effectué l'enrôlement. Ah oui, parce qu'il y a encore des cartes qui attendent d'être retirées. Comment est-ce que vous expliquez ce fait-là? Tout à fait. On a beaucoup de cartes qui attendent d'être retirées. C'est un peu un paquet d'environ 600 000 cartes qui attendent encore leur propriétaire. En fait, le fait est que d'abord, les personnes nous donnent des numéros. Donc, dès que la carte est produite, la personne reçoit systématiquement et de façon automatique un message l'informant de la production de sa carte. Donc beaucoup de personnes, par souci de manque de temps ou pour des raisons diverses ou parfois simplement parce que le numéro qu'on a communiqué n'est pas le bon, n'ont pas le message. Mais nous voyons que dans la plus grande partie des cas, les personnes reçoivent le message mais ne viennent pas retirer leur carte. Alors, monsieur le directeur général de l'ONECI, avant de poursuivre cet entretien, nous allons ensemble apprécier l'engouement qui prévaut dans un des centres de retrait des nouvelles CNI, un reportage réalisé par Marinol Magnessé et commenté par Abou Sanogo. Depuis ce 1er avril, les cartes nationales d'identité délivrées en 2009 ne sont plus valables. Prolongées à plusieurs reprises, ce 31 mars 2022, elles sont définitivement caduques. La dernière date de validité était fixée au 31 mars 2022 et le gouvernement a maintenu cette date. Du coup, toutes les cartes produites en 2009 ne sont plus valides. Ce matin, au lendemain de la fin de la validité de l'ancienne carte, les usagers commencent à hâter les pas. J'ai vu ça sur les réseaux. J'ai dit, aujourd'hui, je vais venir faire ma carte. C'est mon emploi du temps qui fait que je n'ai pas eu le temps de venir faire ma carte. Et puis, il y a aussi un peu de négligence. J'ai reçu le SMS depuis le 17 mars, mais je n'avais pas suffisamment de temps pour le retrait. Et aujourd'hui, comme j'ai eu un bout de temps, donc j'ai préféré retirer la carte aujourd'hui pour pouvoir m'en servir. À la banque, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de faire des opérations sans pièce d'identité. J'étais obligé même d'établir un passeport. Ils viennent retirer leur carte pour certains et se faire enrôler pour d'autres. Quelques jours avant, Kim Atiba, responsable de ce centre, était moins chargé. Nous sommes restés des jours sans clients. On s'ennuyait presque. Les requérants viennent maintenant pour chercher les cartes et c'est vraiment un grand plaisir pour nous parce que nous avons des cartes qui sont stockées dans le centre depuis fort longtemps, des années même pratiquement, on peut dire pratiquement 2020. Pour permettre à chaque Ivoirien de disposer d'une carte nationale d'identité, l'ONECI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, est préparé à toute éventualité et répond aux différentes préoccupations. En ce qui concerne les personnes qui n'ont reçu aucune notification, elles peuvent contacter les services de réclamation de l'ONECI. Les personnes concernées peuvent appeler au 1340. Ensuite, la possibilité d'envoyer un message par WhatsApp
au numéro 0701 45 46 49, se rendre dans notre service réclamation situé au plateau. Les personnes qui ont perdu les cartes, elles peuvent demander un duplicata. Monsieur le directeur général, votre réaction tout de suite après l'élément qui vient donc de passer, quant à l'engouement manifesté par les populations, vous attendiez-vous à ce type d'engouement? Oui, nous attendions vraiment à ce type d'engouement, mais nous avons souhaité vraiment pouvoir le réduire parce que c'est pour cela que nous avons fait beaucoup d'opérations mobiles entre décembre, du 1er janvier jusqu'au 31 mars. Nous sommes même dotés avec l'appui de notre partenaire technique de 2 bus mobiles, donc qui sont des stations entières d'enrôlement, pour essayer de réduire un peu l'afflux des derniers moments, des dernières dates dans nos centres. Et donc aujourd'hui, nous sommes parés à faire face à cet engouement. Alors on l'a vu également dans cet élément, il y a des numéros qui ont été donc mis à disposition. Nous avons le 1340, le 07 01 45 46 49, une adresse mail réclamation-ceni@onessi.ci, des numéros que l'on peut contacter si l'on n'a pas reçu sa CENI au bout de 45 jours, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous avons voulu déployer vraiment le maximum de possibilités pour que tous les citoyens qui ont fait une demande puissent se rapprocher de nous, parce que la question de la CNI et de la carte nationale d'identité, donc on parle de l'identité individuelle de la personne. Donc nous voulons que chaque personne qui a fait une demande puisse avoir les canaux nécessaires pour prendre contact avec nos services, pour qu'ensemble nous puissions trouver les solutions pour leur produire le titre d'identité. Alors si dans vos locaux certaines cartes attendent leurs acquéreurs, ce n'est pas le cas pour beaucoup d'Ivoiriens, certains qui se sont fait enrôler depuis plusieurs années et qui jusqu'à présent n'ont pas encore reçu leur carte. Qu'en est-il de cela et qu'est-ce qui est prévu pour corriger justement ces imperfections? Il faut dire qu'il y a beaucoup de cartes que nous produisons. Vous avez vu dans l'élément qu'on a pu voir, on a produit beaucoup de cartes. Il y a une bonne partie de ces personnes qui parfois ne sont pas informées que leurs cartes sont produites, mais aussi il existe des problèmes. Il existe des problèmes parce qu'avant d'établir le titre, nous avons 2 étapes principales que nous effectuons. D'abord, il faut aller dans le centre de naissance pour vérifier dans le registre d'état civil si effectivement la pièce qui va servir à vous produire ce type d'identité existe effectivement bel et bien et dans les mêmes mentions dans le registre d'état civil de la localité en question. C'est lorsque cette étape est terminée que nous allons maintenant ensuite voir dans le tribunal qui a produit le certificat de nationalité si c'est un document authentique. Donc c'est d'abord lorsque ces 2 facteurs coïncident que nous pouvons émettre le titre. Et ensuite, pour les renouvellements de cartes, nous regardons aussi les informations précédentes, donc les informations que vous aviez sur votre identité passée. Si ces informations-là diffèrent de celles que nous avons maintenant, il y a toute une procédure que nous devons suivre pour pouvoir être sûr que le titre que nous allons donner à la personne X correspond bien à son identité que l'administration détient de cette personne dans ses livres ou dans ses registres. Et vous faites bien de donner toutes ces explications parce que j'allais vous demander à l'instant même, mais pourquoi est-ce si difficile de produire des cartes nationales d'identité? Les Ivoiriens veulent savoir. Pourquoi est-ce que ça met autant de temps que l'on se soit fait enrôler en 2018 pour certains, en 2017 pour d'autres, et que jusqu'à présent, on n'ait pas encore reçu sa carte? Dans l'explication que vous venez de donner, on retrouve quand même un brin de justification. Mais une autre question qui revient incessamment, c'est celle-là. Alors, lorsque l'on s'est fait enrôler pour la première fois et que l'on n'a pas reçu sa carte, est-ce que l'on doit se faire encore enrôler pour une seconde fois? Je déconseille aux personnes de revenir se faire enrôler parce que ça ne fait que compliquer la situation. Que faut-il faire donc? Parce qu'il faut tout simplement prendre son numéro de demande et se rapprocher de l'ONESI pour trouver la solution. Et il n'y a que l'ONESI seul qui peut vous demander de vous réenrôler si c'est nécessaire, parce que parfois, nous avons la photo qui ne correspond pas normalement aux normes ICAO. Nous avons parfois l'empreinte qui n'a pas été correctement scannée. Donc, il n'y a que l'ONESI seul qui peut vous conseiller de vous faire réenrôler. Mais ne venez pas de façon volontaire vous faire réenrôler, parce que dans le système, cela est repris comme une autre identité qui va circuler sur la même personne. Et ça retarde d'autant plus ça augmente d'autant plus le délai de production de la carte. Alors, il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Par exemple, sur la procédure de vérification et de confirmation de retrait des cartes. Certains usagers, selon les petites investigations que nous avons menées, sont allés vérifier sur le site de l'ONESI la confirmation de production de leur carte. Réponse validée, mais une fois sur le lieu de retrait, on leur a posé la question de savoir s'ils avaient reçu un SMS de confirmation, et quand ce n'est pas le cas, ils sont l'objet d'une maigre attention. Est-ce que vous avez eu vent de ces quelques... Oui, malheureusement, nous avons eu vent de cela, et
Les équipes ont été encore une fois reformées, on les a encore sensibilisées parce qu'effectivement, c'est plus facile pour ces personnes-là de se rassurer que vous avez eu un message avant d'aller faire les fouilles. Parce que vous voyez, si vous faites un tour dans nos centres, vous allez voir que nous avons des milliers de cartes qui attendent encore leur propriétaire. Donc les gens prennent la voie la plus rapide. Mais nous avons instruit nos équipes sur le terrain de procéder systématiquement à la recherche des cartes pour les personnes qui se présentent. Et parlons justement de vos équipes. Est-ce que vos équipes sont suffisamment outillées pour faire face à la demande ? On nous a fait savoir que le dispositif actuel de l'ONECI a été donc renforcé afin de permettre justement de répondre aux besoins des populations. Mais qu'en est-il en réalité ? Oui, nous avons quasiment près de 887 centres sur toute l'étendue du territoire, en plus des centres mobiles, en plus des villages d'identification que nous avons ouverts récemment, en prélude à cet engouement de dernière date. Donc nous avons pratiquement plus de 2000 agents qui travaillent et que nous continuons encore de renforcer dès que le besoin se fait sentir. Il y en a encore plus qui sont déjà formés et qui attendent de prendre le relais dès que le besoin se fera sentir. Et est-ce que vos structures de distribution couvrent l'ensemble du territoire ? Nous couvrons l'ensemble du territoire. Nous avons amélioré ce dispositif. Nous avons même amélioré avec un système de tracking des cartes, de telle sorte qu'à un instant T, nous pouvons savoir exactement où se trouve une carte sur l'étendue du territoire national et si la carte a été retirée par le propriétaire. C'est pourquoi nous, dans la majeure partie des cas, nous incitons les gens à venir faire le retrait elles-mêmes parce que nous prenons encore l'empreinte digitale qui permet de confirmer le retrait de la carte et de pouvoir valider tout l'encodage qui est sur cette carte. Et comment des populations qui vivent dans des contrées éloignées peuvent avoir accès à vos services ? Nous avons organisé avec les comités locaux d'identification qui sont présidés par les préfets, les sous-préfets dans les différentes régions, avec nos équipes sur le terrain pour qu'il y ait des programmes qui permettent à nos équipes de se déployer dans les différentes contrées, même dans les endroits les plus reculés, dans les villages. Donc avec les comités locaux, je profite de votre antenne pour remercier tous les préfets, les sous-préfets qui nous donnent un appui vraiment important sur le terrain. Nous couvrons tous les villages, tous les endroits, tous les hameaux. Alors, monsieur le directeur général, on ne saura vous avoir sur ce plateau sans vous poser la question suivante. Quelles dispositions pratiques prises également pour les Ivoiriens de l'extérieur ? Pour les Ivoiriens de l'extérieur, effectivement, il faut dire que nous étions en train de travailler encore sur un mécanisme qui allait leur faciliter la tâche pour ne pas laisser le dispositif sur place et puis le ramener encore. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Donc d'ici la fin du mois d'avril, nous sommes en pleine préparation. Donc d'ici la fin de ce mois d'avril, nous allons commencer à déployer nos équipes à l'étranger pour aller offrir le service à nos compatriotes qui résident hors de la Côte d'Ivoire. Alors, l'on a pu relever, tout à l'heure dans nos échanges, cela a d'ailleurs ressorti, on a pu relever aussi des erreurs enregistrées au niveau des cartes d'identité, tantôt sur le nom. Enfin, des réclamations sont donc envisagées. À quelle porte peut-on frapper ? Ce sont les numéros donc, sur lesquels vous avez communiqué à l'instant, ce sont ces numéros-là ? Tout à fait. Et en plus de ça, nous avons renforcé un service de réclamation qui nous permet de procéder à toutes les corrections. Parce qu'il faut dire que nous prenons les identités qui étaient dans le fichier avant, mais il y a des faits d'état civil qui peuvent modifier l'identité. Et comme tout système, il y a quand même une petite marge d'erreur. Donc nous sommes naturellement parfois sur les professions, parce que ça, ce sont des informations que nous mettons à jour. Donc si on a mal sélectionné, au lieu de mettre caroleur, on a mis chauffeur par exemple. Donc ce sont des erreurs qui arrivent. Et donc nous sommes disposés à pouvoir reprendre ces cartes-là lorsque les personnes se signalent à nous. Et ces numéros-là, est-ce que vous pouvez les communiquer à nouveau ? Ils sont des milliers à vous suivre en ce moment, ces Ivoiriens. Oui, nous avons principalement la ligne du 1340, qui est une ligne un numéro qui est plus facile à retenir. C'est une ligne verte. Et puis nous avons notre site www.onesi.ci sur lequel vous pouvez aller pour avoir tous les contacts et nous avoir. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général, nous avons également une petite question en suspens. Elle n'est pas tout le temps posée, mais on va essayer. Mais pourquoi une nouvelle carte d'identité ? Qu'est-ce qu'on reprochait à l'ancienne ? Oui, c'est vrai. Parce que quelle est la nécessité de cette nouvelle carte d'identité ? Oui, c'est une question qui est très importante. Et qu'est-ce qui change avec cette nouvelle carte ? Aujourd'hui, avec cette nouvelle carte d'identité, vous avez plus de mécanismes de vérification et de services qui seront déportés sur la carte. Le grand changement qu'on apporte à l'identité en Côte d'Ivoire, c'est une évolution de l'identité. Avant, dans un commissariat avec une photo, une photo juste, et puis vous établissez la carte sur place, mais les données n'étaient pas centralisées. Et donc, l'identité d'une personne n'était pas unique, n'était pas unifiée. Aujourd'hui, avec l'attribution du NNI,
avec tout ce programme qui part d'abord dans le registre national des personnes physiques, le RNPP, qui prend l'état civil, qui prend ensuite votre identité, les faits d'état civil, avant de vous délivrer le titre. On a vraiment toutes les personnes qui seront de façon unique identifiées dans une base de données. Et avec les terminaux de ce genre, l'administration pourront tout de suite vérifier que cette carte elle est authentique ou non. D'accord. C'est un outil de vérification selon nos recherches. En quoi consiste-t-il d'ailleurs? Oui, c'est un terminal de vérification qui est là. Et donc, avec ce terminal, vous avez une partie pour l'empreinte. Vous avez aussi une partie qui prend la photo. Donc, l'opérateur peut tout simplement mettre l'empreinte d'une personne et retrouver sa CNI ou tout simplement mettre la CNI pour voir si elle est effectivement authentique. Donc, les administrations seront dotées de cela. Tout ça pour prémunir notre économie de la fraude à l'identité. Parce que la fraude à l'identité fait perdre beaucoup d'argent à notre économie. Et surtout, lorsque l'Ivoirien se reporte dans d'autres univers, c'est-à-dire à l'étranger, il y a des doutes sur les documents que nous émettons. Aujourd'hui, avec l'ONESI, avec le Registre national des personnes physiques, nous allons maintenant certifier l'identité d'une personne, rendre les personnes uniques. Et je demande à tous ceux qui ont des soucis dans ce cadre-là pour établir l'unicité de leur identité, de ne pas hésiter à venir à l'ONESI. Nous avons des solutions, notamment nous allons utiliser la loi spéciale sur le rétablissement de l'identité pour leur permettre d'avoir une seule identité, et cela a été prorogé pour encore 3 années. Donc toutes les solutions sont possibles. Nous espérons à terme arriver à une identité unique pour une personne depuis sa naissance jusqu'à son décès. Et donc, avec le nouveau dispositif qui a été mis en place, vous pouvez rassurer donc, les Ivoiriens qu'il faut, en combien de temps, pour pouvoir se faire établir sa carte? Combien de temps? Combien de jours? Aujourd'hui, même ceux qui sont... Si aujourd'hui, on va se faire enrôler? Non, maximum, c'est 14 jours pour les renouvellements de titres. Donc, s'il n'y a aucun souci avec votre titre, nous avons 14 jours. Les personnes qui se sont faites enrôler pourront en faire l'heureuse expérience avec l'ONESI. Merci, monsieur le directeur général. Mesdames et messieurs, voilà qui marque la fin de cet entretien. Nous recevions dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, monsieur Christian Agokodia, donc directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. À la une de cet entretien, le point sur le processus de distribution et d'enrôlement pour ce qui concerne les nouvelles CENI, les cartes nationales d'identité. À retenir surtout, les cartes d'identité version 2009 ne sont plus valables. Les nouvelles CENI entrent en lice. Mesdames et messieurs, nous avons essayé bien de faire le tour de la question pour apprécier la nouvelle donne. Les enrôlements se poursuivent. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.